Disons-nous les choses avec monsieur Marwan Mohamed. Comment vas-tu? Ça va? Ça va, tout va bien? Très bien. Très bien. Très bien. Depuis le temps qu'on devait se voir, qu'on devait avoir un entretien ensemble. Ouais, c'est ça. On se croise à chaque fois. On se croise entre deux rues. C'est ça. En plus, je reviens, comme je te disais, je suis parti déposer ma fille à Villiers-sur-Marne. Haute-nous piste, On aurait pu faire le chemin ensemble. Exactement. Hein? C'est ça. À chaque fois que tu me dis, vas-y, quand tu vas à Villiers, dis-moi. Et tu me dis jamais. C'est ça, tu vois, je viens dans la précipitation, je fais une sieste chez mes parents, je mange, après. Les parents sont prioritaires. Exactement. C'est normal. Dis-moi un peu ton ressenti sur ce bibliotest. Écoute, c'est vraiment le type d'initiative que j'appréciais beaucoup, avec une vraie énergie. Énergie, c'est-à-dire une énergie, une volonté de savoir, une volonté d'échanger, un cadre bienveillant tout en étant critique. Et donc, voilà, c'est, comme je l'ai dit, il y a des cafés littéraires un peu partout, plutôt pour les classes moyennes et supérieures, et nous on a la bibliothèque. Et j'espère qu'il y a d'autres bibliothèques dans d'autres territoires qu'on connaît peut-être pas trop. Mais en tout cas, en Ile-de-France, c'est vraiment une place. Il y a eu un événement qui s'est imposé comme une place importante pour les auteurs qui sont issus des quartiers populaires ou qui s'y intéressent. Rappelons qu'on s'est rencontrés lors de Gang Story, c'est-à-dire que le livre de Kizo et de Yann Morvan, à l'époque en 2012. Et d'ailleurs, tu m'avais épaté par ta verve, tu vois. À l'époque, j'étais là, je me disais, mais Marwan Mohamed, ça rigole pas. Et Kizo, on avait eu ce même constat-là à l'époque, tu vois. Et voilà, ce livre qui traite des phénomènes de bande et voilà, des années 45 jusqu'à nos jours. Et on sait qu'il y a des rixes interquartiers depuis quelques temps, depuis un certain moment. Et je sais qu'à Villiers-sur-Marne, il y a l'association de Gamal et de Mamadou Dramé, Villiers Mixité, qui ont fait un travail par rapport aux jeunes de Bois-l'Abbé et de Villiers-sur-Marne. Dis-nous un petit peu ton bilan un peu de toutes ces actions qui ont été mises en place. En fait, ce travail-là, il y a aussi du côté Villiers, il y a Adèle Amara. Adèle Amara qui est un peu du côté Villiers à Chiouvrière avec les militants que tu as cités et d'autres. Mais il y a aussi du côté Champigny des acteurs qui sont mobilisés, des élus qui sont mobilisés, hein, comme Madoussi, Fiketa et d'autres. Et donc le constat, ça a été de se dire, de toute manière, ces rixes interquartiers, ces violences-là, elles sont amenées à se pourrir, elles sont amenées à s'aggraver. Et que si c'est pas les gens qui... La mobilisation, si elle ne vient pas d'en bas, si l'initiative elle ne vient pas d'en bas, et si elle ne vient pas des deux côtés, ça ne va pas s'arrêter. On connaît trop ces phénomènes de surenchère, il n'y a personne qui vient en ligne de compte, et même quand les forces de police ou la justice interpellent ou condamnent les personnes, ça diffère le retour du conflit, mais ça ne le règle pas en profondeur. Donc ils ont développé une stratégie à travers laquelle ils ont mobilisé des personnes qui sont importantes dans la rue, dans les différents quartiers, et des personnes qui se sont responsabilisées, des personnes qui ont pris le risque de s'opposer aux jeunes, qui ont pris le risque de leur imposer une espèce de cessez-le-feu, de leur imposer une autre voie, d'essayer de les convaincre que ces rixes, ces affrontements, ces embrouilles, elles ne mènent à rien. Même si on peut comprendre pourquoi des jeunes s'embrouillent, on peut comprendre ce que ça leur apporte. Au final, le constat qu'on peut en faire, c'est que le bilan est absolument catastrophique pour les jeunes eux-mêmes et pour leurs familles et pour les jeunes des deux quartiers. Il y en a plein qui arrêtent d'aller à l'école, qui partent à l'école à bout au ventre, des familles qui dorment plus, du stress, de l'angoisse, tout ça pour des enjeux de réputation. Et donc ils ont pris vraiment le projet à bras le corps, ils ont travaillé sur le long terme, ils ont développé leur stratégie et ils ont commencé étape par étape. Et franchement, une stratégie mobilisée comme ça, avec des gens qui acceptent de les aider en coulisses, et ben, ça donne des mois et des mois d'accalmie, ça donne des échanges qui seront dans le quartier ou dans l'autre, ça donne des tournois ou des séjours qui partent ensemble, et ça donne lieu à une vraie accalmie, bien sûr sous condition, il ne suffit pas grand-chose pour que ça reparte, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'impliquent, et plus ça marche, plus il y a de personnes qui s'impliquent. Et j'aimerais bien que la méthode utilisée s'exporte. Bah justement, ce serait intéressant que la méthode utilisée s'exporte. J'allais t'en parler parce qu'on sait que dans le 19e, et, enfin sur Paris en tout cas, vu que Paris est la capitale, on sait qu'il y a des rixes interquartiers qui, par rapport à l'appel à Bakary Sako, qui parle en 17 ans, il y a eu 10 morts, dont deux frères d'une même famille.
Quand on sait qu'il n'y a pas si longtemps, malheureusement, le jeune MHD a été mêlé dans une affaire de Rix aussi. Est-ce qu'il faudrait, comme tu dis, il faudrait exporter cette méthode? Exporter la méthode pour régler les conflits. Et les conflits, en fait, il y a beaucoup de conflits qui se nouent dans la rue. Et une partie des conflits se règle par la rue, à travers la rue. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Ça, c'est la limite du travail des institutions. Les institutions, elles essayent d'organiser des choses, des ateliers, des rencontres, ou mobiliser les familles. Mais les familles, même si elles peuvent avoir une influence sur leurs enfants, elles n'ont pas une influence sur les logiques de rue. Et la rue a ses règles qu'il faut connaître et avec lesquelles il faut savoir manœuvrer pour vraiment mettre en place un rapport de force, une bonne dynamique, une dynamique inverse. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui ont des positions, qui doivent s'impliquer, qui doivent se sentir responsables dans l'intérêt des familles, de ces jeunes, etc. Finalement, il y en a très peu qui le font. Quelques responsables associatifs, mais ça ne suffit pas, il faut des relais. Il faut des relais. Et ça, c'est vraiment un travail de fond, un travail qui se décide, qui on mobilise, qui se mêle, qui prend la parole. Et ça veut dire de la médiation, aller convaincre les gens en amont, etc. Ce travail, il est parfait. Il est rarement fait. Et il y a une espèce de fatalisme. Ça a toujours existé. Et donc, ça sera toujours comme ça. C'est pas vrai. Ça peut stopper. Ça peut s'inverser. Ça peut s'améliorer. Et il faut juste faire le taf. Il faut que les gens qui ont mis en place des choses dans certains quartiers, mis des champignons ailleurs, ils rencontrent ceux qui sont confrontés aux violences et qui développent une stratégie pour mobiliser tout le monde. Mais justement, il y a des intervenants inédits depuis quelque peu par rapport à ces rixes interquartiers, notamment moi-même qui travaille sur Massy, il y a des associations de papas qui se sont montées. Pareil que dans le 19e aussi. C'est-à-dire que suite à la mort de leurs enfants, les papas se sont dit à un moment donné, on se mobilise. Et certains d'entre eux, carrément, disent comme quoi on arrête de relier l'éducation aux femmes. Maintenant, il faut que les papas s'impliquent. Je pense que l'implication des papas qui représentent un peu l'autorité, c'est primordial. Pour moi, l'autorité, c'est pas une question de papa et de maman. L'autorité, c'est une question de légitimité. Et donc, on peut avoir des manières de faire de l'autorité très différentes, que ce soit la mère ou le père. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on est légitime. Et donc, un papa qui se mobilise, s'il n'est pas légitime pour son fils, sa mobilisation, elle va avoir peu d'effet. Donc, ce qu'il faut faire, on est avec les parents et avec les adultes, c'est de travailler le fait qu'ils soient... de renforcer leur légitimité à agir. Après, même si les parents se mobilisent, je le répète, les parents, ils ont une partie de la solution, il y a une autre partie, c'est les institutions, une autre partie, ça se passe dans la rue. Ça, il ne faut pas négliger la question de la rue, parce que c'est là que ça se règle. Des fois, il y a plein d'embrouilles dont personne n'entend parler, qui se règlent parce que les gens se mobilisent dans la rue. Et font en sorte que les embrouilles cessent, qu'elles cessent de prendre de l'ampleur, et qu'ils font médiation. Et ça doit se passer de la même manière dans les quartiers et entre les villes. C'est une espèce de diplomatie quelque part. Il y a une espèce de géopolitique des quartiers et il faut la prendre en compte. Sinon, on reste sur des situations où les choses s'empirent. Le jeune qui a été tué, l'affaire dans laquelle MHD est impliqué, c'est pas il a été tué, il a été massacré. Comment on en arrive à déshumaniser autant? Comment on en arrive à déshumaniser autant un être humain? C'est quoi le mécanisme? Parce qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. 17 coups de couteau, des actes de barbarie. Donc comment des jeunes s'en prennent à quelqu'un qui leur ressemble? C'est pas les riches contre les pauvres. Ils prennent quelqu'un qui leur ressemble et les déshumanisent autant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Il faut travailler sur la pression du groupe. Parce qu'il y a des choses qui se font en groupe, qui ne peuvent pas se faire individuellement. Donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Mais il faut que tout le monde se mobilise. J'aimerais avoir un peu ton avis sur ce phénomène aujourd'hui dont on parle dans tous les médias, les gilets jaunes. On parle de l'absence des quartiers au sein des gilets jaunes. Même si on sait qu'aujourd'hui le comité Adama se mobilise, même si les gros médias en parlent peu. Et voilà, j'aimerais avoir ton avis sur... parce qu'il y a pas mal de voix ici des quartiers qui disent comme quoi lorsque les gens des quartiers subissaient des violences policières ou lorsque la précarité qu'il y a dans les quartiers depuis des années est en place depuis des années, la majorité du peuple ne s'est pas forcément mobilisée. Certains gens des quartiers aujourd'hui disent comme quoi, concrètement, préfèrent même pas aller dans ce mouvement des gilets jaunes parce que
pour les raisons que je viens de te citer. Alors je peux pas aborder et dire tout ce que je vois. D'abord, en ce moment, moi je vis aux États-Unis. Je suis pas en France. J'étudie pas en profondeur le mouvement des Gilets jaunes, donc je ne prétends pas avoir une parole scientifique sur ce phénomène-là. J'ai des collègues qui font du terrain sur ce phénomène-là. Moi, je l'observe à distance. Je suis très prudent quand un sujet, je l'étudie pas en profondeur. Mais sur cette question de l'absence des quartiers populaires, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent. Quand il y a des mobilisations, on essaie de voir si les quartiers populaires sont là. Après les attentats qui ont touché la rédaction de Charlie Hebdo, ou après les attentats qui ont touché le Bataclan ou certains cafés à Paris, il y a eu des grandes mobilisations. Et pareil, des gens se sont posé la question, est-ce que les quartiers populaires sont là? Et il y a un sous-texte raciste derrière ça. Parce que les quartiers populaires, au fond, de savoir qui vient des quartiers populaires et qui manifeste, ça intéresse peu. Comment les gens vont le savoir? Il y a un autocollant, un badge qui doit être porté, il y a une analyse spécifique pour savoir qui vient des quartiers populaires ou qui vient pas. Le sous-texte qu'il y a et qu'il faut comprendre, c'est l'absence des quartiers populaires, c'est l'absence des Noirs et des Arabes. C'est ça. C'est ce sous-texte qu'il faut comprendre parce que personne n'est en mesure de savoir qui habite les quartiers populaires. Et je connais moi des personnes qui habitent les quartiers populaires, qui ne sont pas tous noirs et arabes, et certains le sont, et qui se sont mobilisés, qui ont porté un gilet jaune, ou qui soutiennent, ou bien ponctuellement ou de manière permanente. Donc c'est absolument impossible de dire quelle est la part des quartiers populaires dans la mobilisation des gilets jaunes. Ce qui est important dans cette mobilisation, c'est que c'est une mobilisation de classe. C'est les classes dominées, les ouvriers, les petites classes moyennes, les salariés avec des petits salaires, avec des petits revenus, ou bien des gens qui sont artisans mais dans la difficulté, qui en ont marre d'une gestion et des politiques complètement néolibérales, complètement inégalitaires, de concentration des richesses, de traitement de politique fiscale qui épargne beaucoup de personnes qui font partie des plus riches, que ce soit des entreprises ou des particuliers qui sont les plus riches en France, et on a une révolte, mais classique, une révolte de classe. Et parmi les gens qui souffrent, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas blanches, mais à la rigueur, ce n'est pas la question centrale. Là, c'est un mouvement qui est global. Et cette question-là des quartiers populaires qui sont absents, sous-entendu, on ne voit pas les Noirs et les Arabes, c'est une des stratégies utilisées pour fragmenter, diviser et décentrer le regard sur la question centrale qui est une question de pouvoir d'achat, qui est une question de redistribution de richesses. Voilà. Et d'ailleurs, ce déplacement, on peut l'observer aussi à travers le grand débat, avec l'arrivée dans la liste des questions qui doivent être posées, des questions sur l'immigration, sur la diversité, sur la laïcité. Donc on remet les questions sociétales, les questions clivantes autour de l'identité de la laïcité afin d'entretenir cette question du grand débat. J'ai pas beaucoup vu, pas entendu beaucoup de gilets jaunes qui ont pu être interrogés, qui avaient des revendications sur la laïcité ou sur la liberté religieuse. Mais pour revenir à cette question initiale de l'absence de la présence des quartiers populaires, il y a un sous-texte racial, voire raciste, qui est la question de la présence ou de l'absence des Noirs et des Arabes, comme s'ils pouvaient compter, comme s'ils étaient absents. On a parlé du comité Adama qui est présent tous les samedis dans les manifestations à Paris, mais il y a d'autres acteurs associatifs ou des individualités qui habitent les quartiers populaires et qui vont manifester pour leurs intérêts de classe, j'ai envie de dire. Pour finir avec cette histoire de gilets jaunes, j'étais avec mes parents récemment. Mon père et ma mère ont regardé 7 à 8. Il y avait une famille de classe moyenne qui disait comme quoi, qui avait 3 enfants, qui disaient comme quoi, depuis que le prix de l'essence a augmenté, on ne se fait plus de resto chinois, on ne peut plus aller en vacances, et le 10 du mois, on se retrouve avec 150 €. J'ai observé mes parents, j'ai vu qu'ils avaient un petit sourire narquois. Genre, à un moment donné, j'ai mis des mots sur leur sourire et je leur ai dit, mais nous, on vit ça depuis 40 ans. Le 10 du mois, on a 100 €, 50 €. Au final, même si toi qui n'es pas là, tu ne dis pas que ce mouvement des Gilets jaunes, il est légitime, même si voilà, il y a des choses que je cautionne ou pas, tu vois, mais comment dire, c'est pas un soulèvement dû au fait qu'à un moment donné, il y a une partie de la population qui aujourd'hui peut-être comprend la manière dont certains vivent depuis des années. Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent, elles souffrent déjà. Bien avant la hausse du carburant, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et il n'y a pas que dans les quartiers populaires ou dans les familles immigrées où il y a cette espèce de souffrance. Et donc, peut-être que le plus grand nombre découvre les violences policières. Peut-être que les plus grand nombre découvrent un mode de maintien de l'ordre public et des atteintes corporelles, des atteintes physiques et une manière de faire l'ordre public qui est plutôt atypique dans le cadre européen.
très brutale globalement. C'est vraiment une manière de gérer le maintien de l'ordre qui est très particulière à la France. Mais je pense qu'il faut... Je peux comprendre que des parents disent bon bah nous ça fait un bout de temps qu'on dit ça, qu'on parle de ça, même si ça ne se traduit pas par des mobilisations, mais c'est pas la meilleure manière d'aborder, à mon avis, en termes d'analyse, cette question-là. Parce que ceux qui manifestent, et les parents, notamment immigrés des quartiers populaires, là ont clairement des intérêts communs. Du point de vue des conditions matérielles d'existence, du pouvoir d'achat et du respect de la dignité des pauvres aussi. C'est quelque chose qui est très présent. Je respecte la dignité des classes dominées. Parce que, concrètement, certains pensent dans les quartiers que les violences policières que subissent les gilets jaunes, pas forcément issus des quartiers, ce sont des violences policières qui sont subies dans les quartiers depuis des années. Et que, quelque part, il y a une partie de la population qui... Parce que tout le monde en pâtit, à partir du moment où on fait partie de l'élite, on en pâtit. Il y a une partie de cette population qui ne subissait pas les violences policières, connaissait certes des difficultés financières, mais pas à la mesure de ceux issus des quartiers populaires, aujourd'hui est à la place d'eux. Mais c'est évident, même les mesures qui ont été prises en 2005, c'était rapidement l'état d'urgence. Là, pour le coup, si on compare avec les révoltes de 2005, dans les quartiers populaires, le vocabulaire n'est pas le même, le niveau de compréhension n'est pas le même, et les mesures politiques d'urgence ne sont absolument pas les mêmes. Même s'il y a un niveau les modes de maintien de l'ordre, bon, bah, ça fait longtemps qu'ils sont expérimentés dans les quartiers populaires et dans les manifestations. Là, je pense que j'ai des collègues qui sont plus spécialistes que moi sur la sociologie du maintien de l'ordre et qui l'ont pointé depuis un certain nombre de temps. Mais je pense que c'est vraiment, je répète, le fait que d'autres découvrent ce que les quartiers populaires ou les populations non blanches, pauvres, ont pu expérimenter, n'enlève rien à la violence de ce qu'ils peuvent subir aujourd'hui. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est leur revendication. C'est ce qui est en train de se jouer de manière générale, d'avoir un peuple qui relève la tête, malgré les instrumentalisations de mouvements racistes, même malgré les récupérations politiques qui, je pense, ont un impact sur le fait que beaucoup dans les quartiers populaires soutiennent, mais ne prennent part aux manifestations. Beaucoup n'ont pas du tout envie de se retrouver au sein des manifestations comme la principale cible des forces de police. D'autres n'ont pas envie de se retrouver en manifestation avec des gens qui tiennent des propos et qui viennent de mouvements xénophobes. Moi, j'ai entendu des gens qui m'ont dit on soutient à 100%, mais je ne veux pas me retrouver à manifester avec des nationalistes, des identitaires, et je ne veux pas être la cible numéro 1 des forces de police parce qu'elles sont en roue libre actuellement. Voilà les propos que j'ai pu entendre juste là en 3 jours. La discussion, elle était omniprésente, mais il y avait cette prudence-là qui se manifestait. Revenons un petit peu sur ton ouvrage, qui parle clairement du communautarisme. Et tout à l'heure, tu en parlais comme d'une matraque sémantique politique. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, voilà, nous sommes issus de Grigny, la ville la plus pauvre de France. Sarcelles. Grigny, d'après ce que j'ai vu à l'INSEE... Ah non, t'as dit nous sommes ici. Non, nous sommes issus. Ah, issus. Là, issus, excuse-moi. C'est juste qu'on a Sarcelles là. Excuse-moi. Pour moi. Non, je suis issu de la ville la plus pauvre de France, Grigny, avec 44,8% de pauvres. Il se trouve que jadis, Manuel Valls a parlé d'apartheid territorial. Il se trouve qu'à Grigny, il y a carrément des quartiers où ils ont regroupé les gens par origine. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans un quartier qui est le quartier des Antillais, il y a un autre quartier, c'est le quartier des Maliens sénégalais, l'autre quartier, quartier des Laotiens et Portugais, ainsi de suite, ainsi de suite. Et carrément, j'ai ma sœur qui, lorsqu'elle a voulu aménager à Grigny, on lui a dit tu vas aller habiter au quartier de la Balance, parce qu'à la Balance, ils l'ont dit officieusement, il y a des gens de chez vous, c'est-à-dire des Maliens et des Sénégalais. Comment tu analyses tout ça, ce phénomène qu'ils appellent l'apartheid territorial, qui a d'ailleurs offusqué des hommes politiques et des gens du peuple, comme s'ils découvraient, certains même carrément découvraient qu'on nous a parqués et qu'on n'a pas choisi l'endroit où on habitait. Alors, 2 choses. Il y a des logiques de ségrégation qui passent par les politiques de peuplement, c'est-à-dire de gros groupements de telle population dans tel type de quartier populaire, d'abord les pauvres, et puis il peut y avoir une dimension communautaire ethno-raciale.
c'est-à-dire de regrouper tel groupe social, Afrique de l'Ouest, ou Antilles ou les Maghrébins, dans tel quartier plus qu'un autre. Après, il y a une autre dimension qui rentre en ligne de compte, c'est l'histoire des territoires. Parfois, le fait qu'il y ait une communauté surreprésentée vient du fait qu'il y avait une usine à proximité et que cette usine est partie recruter des ouvriers spécialisés qui venaient du même village ou de la même région. Et du coup, on peut avoir des territoires où tel groupe est plus représenté qu'un autre. Mais il y a une autre dimension qui rentre en ligne de compte. Donc là, il peut y avoir des logiques discriminatoires. Et pas mal d'études l'ont montré. Des logiques discriminatoires de regroupement, de mise à l'écart. Mais une autre logique à prendre en compte et qui va en même temps, c'est les logiques qui n'ont pas de placement par les autorités, mais la recherche de proximité, la recherche de communauté par des nouveaux arrivants. Ce qui peut se comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le territoire français, d'un pays étranger, et qui pour au moins les premiers temps, peuvent juger plus sécurisant de se retrouver avec des semblables pour comprendre comment le monde où ils sont, la société où ils sont, elle fonctionne, sans rester collés pendant très très longtemps. Mais la communauté, de manière générale, elle a une fonction positive aussi. La communauté a une fonction positive. Et communautarisme, c'est pas pareil. Communautarisme, ça veut dire, en gros, c'est défini comme communauté plus une logique de repli, un refus de la mixité, un refus d'être avec les autres, de mettre à distance les autres, de demander des droits particuliers. Alors que la communauté, mais la société française, c'est des individus, c'est beaucoup de communautés qui sont basées sur des communautés ethnoculturelles, comme des communautés basées sur la classe sociale, le niveau de revenus, le niveau de richesse ou autre, ou le mode de vie. Donc la communauté, c'est le fait que les gens qui se ressemblent s'assemblent et veulent partager des choses et vivre en même temps. L'homme fort, on arrive à la fin de notre entretien et d'ailleurs j'ai trop de questions à te poser, c'est pour ça que nous nous reverrons notamment à Villiers-sur-Marne. Avec plaisir. Parce que je fais des reportages à Villiers-sur-Marne, dans les quartiers avec des acteurs de quartier ou des habitants. Mais je finirai sur, tout à l'heure tu disais que tu ne te considères pas comme un exemple. Et on sait que les rappeurs, entre autres, glorifient et glamourisent, comme diraient certains, voilà, la délinquance, la violence, toutes ces choses-là. Et moi, personnellement, je pense que tu devrais, même si par humilité, tu ne le diras pas, mais je pense qu'il faut que tu te considères comme tel. Quitte à ce que tu dises, oui, je le suis malgré moi. Enfin, oui, je le suis malgré moi. Si c'est malgré moi. Si c'est malgré moi, ça va. Non, mais par humilité, le dire de cette manière-là, tu vois. C'est pas ça, c'est que moi, ce qui compte vraiment à titre personnel en termes d'engagement, c'est le collectif. C'est que le plus grand nombre avance. Et il y a une tendance en France à individualiser la réussite, individualiser les parcours, à faire des cooptations individuelles et donc à mettre en avant des parcours de réussite très très personnels. Et c'est aussi une manière d'oublier qu'il y a peu, je termine ma phrase, qu'il y a peu qui est fait pour le plus grand nombre. Ce qui compte, c'est que c'est de penser des modes d'action, de mobilisation, des politiques publiques qui permettent vraiment d'impacter le plus grand nombre. Et ça passe aussi par l'effacement, et cette tendance, vraiment une tendance, y compris dans les milieux militants et les milieux quartiers populaires, une tendance à la pipolisation du militantisme, à l'individualisation du militantisme. Et c'est quelque chose que il faut de l'exemplarité, il faut des gens, comme on dit, qui donnent de la force et qui motivent. Mais il faut surtout penser des actions collectives. Tant que le collectif n'est pas porté, tant que les organisations territoriales ne sont pas fortes, à quoi ça sert de mettre en avant telle individualité, telle individualité? C'est pour ça que je dis, moi je veux bien donner de la force, mais pas publiquement. Je te comprends, mais vraiment pour finir, j'ai pas cité tu te doutes bien que j'ai pas parlé des rappeurs par hasard. Ouais. On sait que l'impact des rappeurs, d'ailleurs des gens comme Kerry James, des gens comme Moussa de Bally Street sont catégoriques sur le fait que ils disent clairement que les rappeurs
participe à la dérive de nos jeunes dans les quartiers aujourd'hui. Et pourquoi j'insiste sur le fait que, même si je comprends tout à fait ton propos, que tu devrais te considérer comme un exemple, parce que nos jeunes manquent de repères et de références et d'exemples. Et malheureusement, ils prennent des gens qui à un moment donné glorifient tout ce que nous combattons. Moi je pense que s'ils glorifient et s'ils sont attirés par le même mode de vie, c'est qu'en amont, les conditions sont réunies pour qu'ils le fassent. Ils sont disponibles. T'as compris? Ils deviennent disponibles. Et c'est ça qu'il faut. C'est faire en sorte que ces jeunes-là, même s'ils aiment bien un son, ne soient pas disponibles pour ressembler à ce qui est glorifié dans les clips des trois quarts des rappeurs. On a aussi d'excellents rappeurs en France. On a toujours une tradition de rappeurs, des mecs qui étaient positifs, qui allaient de l'avant et qui pensaient collectif. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel, c'est de travailler le collectif et de faire en sorte qu'on ait un maximum de jeunes dans ces quartiers populaires qui ne soient pas du tout disponibles pour aller vers ce type de mode de vie. Ça, c'est la clé, c'est un travail de profondeur, c'est un travail de long terme. Et à la rigueur, si moi je peux servir à mettre en place ce travail-là en coulisses, je le ferai avec grand plaisir. Si c'est pour me mettre en avant, regardez, sociologue, il est rentré au CNRS, c'est un exemple, quand tu veux, tu peux. Moi, j'y crois pas, quand tu veux, tu peux. C'est pas vrai. Des fois, tu veux, tu peux pas. Par contre, c'est sûr que si tu veux pas, tu iras nulle part. Ça, c'est la réalité. Donc, d'abord, il faut penser collectif, et c'est pour ça que je suis venu là, parce que bibliothèque, c'est collectif. Ce que tu fais, c'est penser collectif, c'est mettre en avant collectif. C'est pour ça que j'accepte de te parler. Si tu étais le représentant de je sais pas quel assos qui met en avant des figures de la diversité, je t'aurais demandé d'aller te faire voir ailleurs, mais directement. Une fois, je te remercie. Et on se programme une prochaine partie à Villiers-sur-Marne. Et quand j'arriverai, je te préviendrai, je dirai, Marwan, je suis là. À Villiers, on a des gens au sein de l'entité, au sein de l'association C'est Nous, au sein d'autres de Basic Sport, mon pote Michael. On a des gars sur le terrain actuellement. Tu me les feras rencontrer. Ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas dans l'individualité, ils font un énorme travail, c'est eux qu'il faut aller voir, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui font le taf. Tu seras mon fil conducteur. Je serai ton guide. Et on se promènera. Ça marche. Je te remercie. Ciao. Merci beaucoup.